Nouvelles héroïnes. Salut toi! Quand j'avais ton âge, je croyais que les héros de l'histoire étaient toujours des rois et des roms en perruque, qui prenaient de très très grandes décisions. Personne ne m'avait vraiment parlé des femmes qui avaient, elles aussi, changé le monde. Et puis un jour, j'ai découvert Olympe de Gouges. Olympe n'était pas née dans un château. Elle n'était pas riche. Elle n'avait pas de pouvoir. Ce qu'elle avait, c'était une idée simple et immense. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas les mêmes droits que les hommes ? À une époque où les femmes n'avaient même pas le droit de parler en public, Olympe s'est élevée. Elle a écrit, affiché, crié sa colère et son espoir. Elle a défié les puissants, elle a défendu les opprimés. Mais elle a aussi payé très cher son courage. Elle a ouvert une brèche dans laquelle d'autres, plus tard, se sont engouffrés. En écrivant cette histoire, je n'ai pas voulu raconter une leçon d'histoire. J'ai voulu raconter une vie courageuse, un chemin dangereux, une voix qu'on a voulu faire taire et qui continue pourtant de résonner aujourd'hui. Parce que parfois, il suffit d'une seule voix pour commencer à changer les choses. Et peut-être, après avoir écouté cette histoire, ce sera la tienne. Nouvelles héroïnes. L'histoire de notre héroïne commence à Montauban en 1747. Dans cette ville du sud-ouest de la France, Anne-Olympe Mouisset sait qu'elle n'est pas faite pour les règles écrites par d'autres. Elle a choisi d'aimer Pierre Gouze, un artisan respecté, sans passer par l'église ni par la mairie. Dans leur petite ville, ça fait jaser. Peu importe, leur amour est plus fort que les regards et les rumeurs. Un an plus tard, le 7 mai 1748, Anne-Olympe met au monde une fille, Marie Gouze. Ce bébé, né sans mariage officiel, porte déjà une sorte de défi au monde. Anne-Olympe élève sa fille avec tendresse, mais surtout avec une idée simple. Ne laisse jamais personne parler à ta place. Marie grandit avec cette phrase dans le cœur. Chaque fois qu'elle voit un homme prendre une décision à la place d'une femme, chaque fois qu'elle entend quelqu'un dire « c'est normal », elle sent une colère froide monter en elle. Elle n'a que 6 ou 7 ans quand elle se demande pour la première fois. Pourquoi les filles ne peuvent-elles pas choisir leur vie comme les garçons ? À cette époque, poser ce genre de questions peut vous mettre dans une situation très compliquée. Mais Marie n'a pas peur. En France, au XVIIIe siècle, une femme n'a presque aucun droit. Elle ne peut pas voter, elle ne peut pas signer un contrat sans l'accord d'un homme, elle doit obéir à son mari ou à son père si elle n'est pas mariée. À Montauban, tout le monde connaît Marie Gouze. Pas parce qu'elle est la fille d'Anne-Olympe, non. Parce qu'elle pose beaucoup de questions. Beaucoup trop de questions pour certains. Pourquoi les filles n'ont-elles pas le droit d'aller à l'école comme les garçons ? Pourquoi c'est toujours les hommes qui commandent ? Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas devenir mère, médecin ou écrivain ? Les adultes répondent parfois avec un sourire gêné. D'autres fois, avec un froncement de sourcils sévère. Parce que c'est comme ça. Et c'est la pire réponse possible pour Marie. À la maison, elle aide sa maman, elle rit avec ses copines, elle court sur les bords du Tarn. Mais elle sent qu'elle n'est pas faite pour rester silencieuse, pour rentrer dans les cases qu'on veut lui imposer. Parfois, elle s'imagine écrire des livres ou prononcer de grands discours devant des foules. Puis, elle redescend sur terre. Elle est une fille, et ici, être une fille, c'est surtout apprendre à se taire. À l'âge où d'autres pensent à se marier ou à coudre leur trousseau, Marie pense à autre chose. Elle veut choisir sa vie. Mais dans ce monde-là, une jeune fille n'a guère le choix. Un jour, on la convoque. Un mariage est arrangé pour elle. Marie a seulement 16 ans. Au XVIIIe siècle, en France, une fille de 16 ans est considérée comme une adulte. Souvent, elle est mariée dès cet âge,
sans avoir son mot à dire. Le mariage n'est pas une affaire d'amour, c'est une alliance entre familles, une question d'argent et de réputation. Les parents de Marie décident de sa destinée. Elle doit épouser Louis-Yves Aubry, qu'elle rencontre le jour de leur fiançailles. Il a plus de 30 ans et elle 16. Il est sérieux, travailleur, respecté, tout ce que les familles veulent. Mais Marie, elle, ne veut pas d'un époux qu'on lui impose. Elle rêve d'indépendance, d'aventure, d'écrire sa propre histoire, pas de porter un nom qu'on lui impose. Alors qu'elle devient Madame Aubry, quelque chose se brise en elle. Pour toujours. Comme si on avait fermé une porte à double tour sur ses rêves. Pendant 1 an, elle vit sans amour, sans passion. Pourtant, elle fait ce qu'on attend d'elle, tenir la maison et sourire en société. Elle donne naissance à un petit garçon, Pierre. Pour lui, quand il la regarde, elle trouve la force de tenir. Et puis un jour, tout bascule. Louis-Yves Aubry tombe malade et meurt. Elle a alors 17 ans et devient veuve avec un petit garçon. Dans le malheur, elle voit une opportunité unique. La liberté. Veuve, elle peut refuser de se remarier. Et c'est ce qu'elle fait, malgré les pressions de son entourage. Pas question de devenir à nouveau la propriété d'un homme, non. Pas question de renoncer à son droit de choisir. Un matin, Marie se promène dans les rues de Montauban. Il fait beau, et en regardant le ciel, elle se dit « C'est décidé. Je te quitte, Montauban. Paris, j'arrive. » Là où peut-être une femme peut devenir plus qu'une épouse. Quand Marie pose enfin les pieds à Paris, elle n'a pas peur. Elle a déjà survécu au pire. La prison invisible du mariage et le poids écrasant des traditions. Du haut de ses 18 ans, Pierre blottit contre elle et le cœur battant comme un tambour, elle franchit les portes de la capitale. À Paris, les rues grouillent de monde. Marchands braillant leurs marchandises, artisans penchés sur leurs ouvrages, écrivains rêveurs, voleurs à l'œil rusé, mendiants tendant la main, nobles roulant en carrosse dorée. Partout, la misère frôle l'opulence, le courage croise la peur, et dans l'air flotte une promesse. Tout est possible. Paris, c'est l'endroit où tout peut arriver, surtout pour ceux qui osent. Marie n'est personne ici. Une jeune veuve sans titre, sans argent, sans relation. Mais elle a quelque chose que beaucoup n'ont pas. Une soif de liberté et une volonté de faire. Elle comprend vite qu'à Paris, l'apparence compte autant que les idées. Elle abandonne donc son nom de naissance, Gouze, qu'elle trouve trop simple, trop banal. Elle se rebaptise Olympe de Gouges, un nom nouveau, éclatant, un nom taillé pour les affiches et les livres. Je suis Olympe de Gouges. Personne ne lui a appris à lire vraiment, ni à écrire comme il faut, qu'importe. Olympe dévore les livres, assiste aux représentations de théâtre, écoute les philosophes discuter dans les salons. Elle ne s'arrête jamais. Chaque mot nouveau, chaque idée rencontrée est une nouvelle arme de plus pour aller au bout de son rêve. Un jour, je serai écrivaine. Elle veut écrire pour éveiller, pour secouer, pour changer. Petit à petit, elle réussit à se faire un nom. Un soir, dans un salon parisien, elle se lève, le visage durci par la colère. Comment osez-vous parler de liberté, alors que vous envoyez des hommes noirs mourir dans vos colonies? La liberté est-elle une couleur? Dans la salle, des messieurs bien installés dans leurs fauteuils croisent les bras, irrités. La traite est nécessaire à l'économie, madame. Alors vous êtes riche du sang d'innocents. En 1782, elle écrit des pièces de théâtre qui parlent de justice, d'égalité, de révolte contre l'injustice sociale. Elle est soutenue par Madame de Montesson, une femme de lettres française. Olympe de Gouges propose une pièce audacieuse en 3 actes. Zamoré et Mirza ou l'heureux naufrage. Elle y dénonce un système économique fondé sur l'enchaînement, la vente et l'exploitation d'êtres humains en raison de leur couleur de peau. Son histoire met en scène un couple d'esclaves en fuite, secouru par 2 jeunes Français,
porteur d'un message universel. La liberté, l'égalité et la fraternité pour tous, blancs et noirs réunis. À l'époque, aucun auteur n'avait encore osé aborder un tel sujet sur une scène de théâtre. C'est une première, un véritable acte de courage littéraire. Le soir de la représentation, certains quittent la salle furieux, claquant les portes. Jugée scandaleuse et provocante, la pièce sera bien inscrite au répertoire de la Comédie Française, mais elle restera interdite de représentation pendant plus de 10 ans, malgré l'insistance acharnée de son autrice. Dans les salons de la capitale, Olympe fascine autant qu'elle dérange. Elle prend la parole avant qu'on le lui la donne. Elle veut montrer l'exemple à toutes les femmes. Alors on l'admire pour son courage et on la méprise pour son insolence. Certains rient en murmurant. Une femme qui pense pouvoir changer le monde. N'importe quoi. Et puis quoi encore ? Olympe, elle, ne rit pas. Elle sait que son heure viendra. Elle continue de fréquenter les cercles d'intellectuels et d'écrivains sans jamais avoir reçu une vraie éducation. Elle est autodidacte. Cela veut dire qu'elle a tout appris par elle-même, simplement grâce à sa détermination. 1789 sonne la nouvelle année et la France est au bord de l'explosion. Le peuple est épuisé, les impôts sont lourds, la famine menace. Louis XVI, dépassé, convoque les États généraux. Une grande réunion où les 3 ordres, la noblesse, le clergé et le peuple, doivent proposer des solutions. Partout dans le pays, les Français remplissent des cahiers de doléances. Une liste de plaintes et de rêves d'un avenir meilleur. Le 5 mai à Versailles, les États généraux s'ouvrent, mais très vite, le peuple se rebelle. Quelques semaines plus tard, le 14 juillet, le peuple de Paris attaque la Bastille. C'est la révolution qui commence. Olympe de Gouges assiste à cette agitation avec une excitation qu'elle n'essaie même pas de cacher. C'est le moment, Pierre. Le moment de faire éclater la vérité comme un grand coup de tonnerre. Vite, allons imprimer des affiches, collons-les sur les murs. Olympe écrit des pamphlets enflammés qu'elle distribue aux passants. Ils sont une arme pour ceux qui n'avaient pas le pouvoir, mais qui avaient des mots. Mais rapidement, elle comprend une chose. On parle de liberté, d'égalité, de fraternité, mais seulement pour les hommes. Où sont les femmes ? Les femmes, elles, doivent continuer à se taire. Hors de question. Elles n'ont toujours pas le droit de voter, pas le droit de s'exprimer dans les assemblées. Même leurs voix dans les rues sont étouffées par les cris plus forts que les hommes. Le 5 octobre 1789, les femmes du peuple en colère marchent sur Versailles et parmi elles, Olympe. Le lendemain, la famille royale est contrainte de quitter le château. Le roi lui-même s'est incliné devant les femmes. Un soir, dans un petit salon où elle est invitée, Olympe explose. Au milieu des philosophes et des avocats en perruques poudrées, elle se lève d'un bond. Messieurs, vous criez pour votre liberté, mais vous refusez celle de vos mères, de vos sœurs, de vos épouses. Nous parlons des droits naturels de l'homme. Et la femme, n'est-elle pas aussi un être humain ? Un lourd silence s'impose dans la pièce. Personne n'ose répliquer. Cette nuit-là, Olympe fait un choix qui va changer son destin. Elle écrit son propre manifeste. Un texte pour proclamer que les femmes aussi naissent libres, que les droits humains ne sont pas réservés aux hommes, même si cela doit lui coûter sa liberté ou sa vie. Sous la lueur d'une bougie, assise devant une étroite table en bois, elle écrit avec détermination des mots nouveaux, des idées brûlantes. C'est ainsi que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne prend vie. Dans son petit bureau, Olympe écrit sans relâche. Chaque mot est une gifle contre l'injustice. Et au-dessus de la feuille, elle murmure pour elle-même. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Elle relève la tête, les yeux brillants. Et je l'écris, que cela plaise ou non. Autour d'elle, des amis, des connaissances la supplient de faire attention. Olympe, tu vas te mettre tout Paris à dos. Mieux vaut me faire des ennemis que rester une complice. Elle écrit un préambule, puis 17 articles.
À chaque article, elle tord le texte officiel de 1789 pour le retourner contre ses créateurs. Là où il est écrit « l'homme », elle écrit « la femme ». Là où il est dit « citoyen », elle ajoute « citoyenne ». Elle accuse les hommes d'avoir trahi les promesses de la Révolution. Elle demande que les femmes puissent voter, hériter, divorcer, prendre la parole en public. Elle ose même dédier son texte à Marie-Antoinette. Dans sa lettre, elle lance « Madame, vous êtes une femme avant d'être une reine. Soutenez-nous. » La déclaration terminée, Olympe n'attend pas. Elle imprime des dizaines de copies qu'elle distribue elle-même dans les rues, dans les cafés, aux abords de l'Assemblée. Partout, elle lit les mêmes regards. Moquerie, colère, incompréhension. Un jour, alors qu'elle distribue ses textes, un homme riche en perruque s'approche, l'air méprisant. « Allez donc chez vous, bonne femme, et occupez-vous de vos casseroles. » Olympe, sans hésiter, lui lance en pleine figure. « Et vous, allez donc apprendre ce qu'est la justice avant de parler d'égalité. » Olympe n'est pas du genre à choisir ses combats. Elle les prend tous, même ceux qui font peur aux autres. Elle ne s'arrête pas. Elle attaque aussi le mariage traditionnel, cette prison dorée où tant de femmes perdent leur nom, leur liberté, leur vie. Je veux que chaque femme puisse choisir d'aimer, de se marier ou non. Et si le mariage devient une chaîne, qu'elle puisse la briser sans honte. Olympe dit du mariage que c'est le tombeau de la confiance et de l'amour. Alors elle imagine un contrat social d'égalité entre époux qui protégerait aussi les enfants en cas de séparation. À une époque où divorcer est une hérésie, elle propose rien de moins qu'une révolution intime. Olympe comprend ce que beaucoup ne veulent pas voir. Tant que l'injustice existe quelque part, la liberté est un mensonge partout. Elle ne milite pas pour elle seule, elle milite pour toutes celles et tous ceux que le pouvoir oublie. Mais dans l'ombre, ses ennemis se multiplient. Les révolutionnaires voient d'un mauvais œil cette femme qui écrit, parle et dénonce sans peur. Dans la rue, on l'interpelle. « Prenez garde, Madame de Gouges. Ici, une plume peut coûter la tête. » Olympe sourit froidement et répond. « Alors qu'ils viennent la chercher. Tant que je peux écrire, je suis libre. » 1793 commence dans un Paris qui tremble sous la terreur. Paris ne chante plus la liberté. Dans les rues, on dénonce ses voisins, on murmure à l'ombre des murs, on monte sur les échafauds pour avoir parlé trop fort. Olympe, elle, continue. Elle écrit, elle affiche, elle crie son amour de la justice à travers toute la ville et critique ouvertement Robespierre. Ses amis sont moins nombreux, certains changent de trottoir en la voyant passer. D'autres glissent toujours des avertissements pressés. « Tais-toi, Olympe !» Jamais. Se taire, c'est mourir avant l'heure. Un soir d'été, alors qu'elle distribue encore des tracts contre la violence du gouvernement révolutionnaire, des soldats l'arrêtent. Sans explication. On la jette dans une cellule sombre, humide. Juste une paillasse sale et un petit soupirail d'où filtre un tout petit peu de lumière. Le lendemain, au tribunal révolutionnaire, on l'amène devant les juges. Le procès est une farce. Pas d'avocat, pas de défense. Le juge, un homme à la perruque mal ajustée, la fixe durement. « Olympe de Gouges, vous êtes accusée d'avoir semé le trouble par vos écrits. J'ai seulement semé des graines de liberté. » Le juge s'insurge. « Vous êtes ennemi de la République. » »« Non, monsieur. Je suis l'ami de la vraie République. Celle qui n'oublie ni les femmes, ni les pauvres, ni les esclaves. » Olympe est condamnée à mort, non pour un crime, mais pour avoir trop parlé. Pour avoir défié Robespierre et dénoncé la terreur, et pour avoir transgressé l'interdit suprême. Être une femme qui pense, une femme qui agit. Dans la salle, quelques murmures d'admiration traversent la foule. Mais personne n'ose la défendre. On la reconduit à sa cellule. Seule. Abandonnée. La nuit, avant son exécution, elle demande une plume, du papier. Le geôlier hésite, puis lui tend de quoi écrire. Olympe écrit ses derniers mots avec une main tremblante, mais un esprit clair. « Je meurs. Ma vie s'achève. Mais mes idées continueront de marcher sans moi. » Ce 3 novembre 1793, le temps est lourd et le ciel gris comme du plomb place de la Révolution à Paris.
Dans les rues, les Parisiens s'agglutinent autour de l'échafaud. Certains viennent pour voir, pour juger, pour oublier leur propre peur. Parmi eux, nul ne tend la main à Olympe de Gouges quand on la fait monter dans la charrette. Elle a refusé un dernier repas, elle a refusé qu'on lui bande les yeux. Debout, fière, elle regarde la foule sans scier. À côté d'elle, un bourreau lui glisse à l'oreille. « Tu regrettes, la citoyenne ?» Olympe tourne lentement la tête vers lui. « Je regrette seulement de ne pas avoir pu leur ouvrir les yeux avant qu'on me ferme les miens. » Olympe sent les regards sur elle, certains de haine, d'autres admiration secrète. Elle se parle à elle-même, tout bas. « Ils peuvent tuer mon corps, pas mes mots, pas mes idées. » Elle monte les marches seule, d'un pas ferme, sous les huées et les cris. Devant la foule, juste avant de poser la tête sous la lame, elle crie. « Enfants de la patrie, vous vengerez ma mort !» Le bourreau abaisse la lame. Un instant plus tard, le corps d'Olympe de Gouges rejoint ceux de tant d'autres tombés sous la terreur. Mais dans l'air de Paris, ce jour-là, il y a plus qu'un silence. Il y a une promesse, celle que ces mots, eux, continueront de circuler. Alors, chère nouvelle héroïne, les siècles ont passé et le nom d'Olympe de Gouges traverse les murs des écoles, de ton école, au collège. Il s'invite dans les livres d'histoire, il s'élève dans les débats. Ses ennemis ont cru que la lame pouvait faire taire ses idées. Ils avaient tort. Ces mots sont plus forts que la pierre, plus vifs que la peur. Ils vivent encore et doivent continuer de vivre des siècles et des siècles. Partout où l'injustice tente de s'imposer, son nom surgit. Olympe de Gouges, comme une femme libre, une femme debout, une femme éternelle. Aujourd'hui, on lit ces phrases comme des appels de courage. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. On étudie sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et l'on comprend que bien avant que le mot féminisme ne soit inventé, elle en avait déjà dessiné la lumière. Dans les rues, sur les places, dans les salles de classe, une certitude voyage encore. Le courage d'une seule peut réveiller des milliers. Et ce jour-là, sur l'échafaud, elle était la plus courageuse de toutes. Alors, à chaque fille qui ose lever la main, à chaque femme qui refuse d'obéir à ce qu'on lui impose, à chaque être humain qui croit en un monde plus juste, Olympe souffle encore au creux de l'oreille. N'attends pas qu'on t'accorde ta liberté. Prends-la.